CRFPA, note de synthèse 2022, le sujet de la vulnérabilité. Alors, le sujet de la vulnérabilité qui a été proposé à l'épreuve du CRFPA de 2022 présentait de nombreux intérêts. D'abord, il y a des choses qui, bien évidemment, ne pouvaient pas changer, une durée de 5 heures et un coefficient de 3. Mais ce qui surprenait tout de suite, c'était le nombre de pages. En 2022, l'épreuve de notes de synthèse ne faisait que 27 pages, je dis bien 27, là où on s'était quand même bien habitué à l'idée de devoir lire 32, 33, 34, 35 pages pour l'épreuve. C'est à la fois une source de réjouissance, c'est plus facile à lire, donc ça ira plus vite, et puis de l'autre côté, on le sait bien, quand un sujet de note de synthèse est plus court, généralement, il est plus technique. Donc la première surprise, c'était le nombre de pages. La deuxième surprise se trouvait sur l'intitulé du sujet de note de synthèse. Les formats de sujets de note de synthèse jusqu'à présent étaient les suivants: les lanceurs d'alerte et l'argent, consentir au traitement des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux, l'imprescriptibilité à l'épreuve des droits fondamentaux, le commerce de l'influence. Ici, nous arrivions à une formulation qui était plus brève que les années précédentes, autour du mot « la vulnérabilité ». Alors je dirais la vulnérabilité ou le commerce de l'influence, on n'est quand même pas très loin dans la formulation. Avec quand même une petite différence, c'est que l'intitulé est encore plus bref que les années précédentes. Alors je crois que la bonne démarche face à un sujet de note de synthèse, c'est de se poser toute une série de questions pour anticiper sa prise de notes. Je passe mon temps à dire aux étudiants, posez-vous la question d'abord, qui est concerné? Par exemple, posez-vous la question, pour moi, ici, ça serait, si j'ai le sujet la vulnérabilité, qui est considéré comme vulnérable? Ça veut dire, est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que ce sont des personnes physiques? Est-ce que ce sont des personnes morales? Ou est-ce que ce sont des choses? Est-ce que, par exemple, un animal est un être vulnérable? Est-ce qu'une chose peut être considérée comme vulnérable? Un environnement peut-il être considéré comme vulnérable? Pour moi, la question de qui, à savoir qui est concerné, qui est considéré comme vulnérable, est une première question, parce que quand on est habitué au sujet de note de synthèse, on sait que souvent, on a besoin, ou on va se voir proposer d'avoir un plan par acteur. Telle catégorie d'acteurs, telle autre catégorie d'acteurs. Du style, quand on a l'imprescriptibilité à l'épreuve des droits fondamentaux, l'imprescriptibilité des droits fondamentaux à l'épreuve du défendeur, l'imprescriptibilité des droits fondamentaux à l'épreuve du demandeur. La première question, donc, ça sera la question du qui. Et nous allons le voir quand nous allons parcourir rapidement le dossier. En réalité, effectivement, il y avait est-ce que un travailleur peut être considéré comme une personne vulnérable? Est-ce qu'une prostituée peut être considérée comme vulnérable? Est-ce qu'un mineur peut être considéré comme vulnérable? Est-ce qu'une personne âgée peut être considérée comme vulnérable? Et cette appréciation de la vulnérabilité allait dépendre de la branche du droit. Ensuite, c'est quoi être vulnérable? Ça, c'est une question hyper classique dans tous les sujets de notes de synthèse, mais qui se comprennent aussi bien pour le CRFPA qu'en dehors du CRFPA, c'est comment le définir. C'est une question qui est centrale, qui peut être traitée dans un sujet de notes de synthèse à deux endroits. Soit c'est une question qui est assez simple, on sait définir, par exemple le lanceur d'alerte et l'argent, bon c'est simple, tu as une définition,
législative qui avait été donnée en décembre 2016. Ça pourrait retomber en 2023 puisque cette notion a été repensée en 2022. Et là, tu vas dire, bon, ben voilà, j'ai une définition législative. C'est ça le lanceur d'alerte. Bon, okay. La question de la définition est centrale. Les profs, ils sont forcément intéressés parce que depuis votre première année, on est biberonné à la définition du concept. Et puis, de toute façon, c'est un prérequis méthodologique. Donc, soit ça va se retrouver parce qu'il y a une définition dans l'introduction, soit ça va se retrouver dans le grand 1A où, cette fois-ci, on va présenter les choses. Ensuite, quand le sujet se positionne-t-il? C'est-à-dire, est-ce qu'on se positionne ici sur une évolution chronologique ou est-ce qu'on se positionne au regard du droit positif? Est-ce qu'il y a besoin d'une fiche chronologique? Comment est protégée la vulnérabilité? C'est une question qui va se dire quels sont les mécanismes en amont et quels sont les mécanismes en aval. C'est toujours la même question en droit. C'est, oh là là, je veux protéger, mettons, les incapables. Quels sont les mécanismes en amont? Alors, je vais avoir des obligations d'information, je vais avoir la nécessité de passer par un tuteur ou un curateur. Puis j'ai des mécanismes en aval, des régimes de nullité, des régimes de récision pour lésion, de réduction pour excès. Je vais avoir des... On imagine ici, assez simplement, le fait que notre droit organise des mécanismes. Et là, protéger les personnes vulnérables, il y aura peut-être des mécanismes en amont, avec, comme à chaque fois, on est habitué en droit, des infractions, obstacles, on va interdire d'eux, pour éviter qu'on aboutisse à abuser de votre vulnérabilité. Et puis, il y aura des mécanismes en aval, des nullités, des prescriptions rallongées, des régimes... Bon. Et puis en amont, il y aura peut-être aussi des régimes probatoires. Vous voyez que, dès la lecture du sujet, il faut être proactif. Il faut se poser des questions. Qui, quoi, quand, comment, pourquoi protéger cette vulnérabilité? Quelle est la justification? Est-ce que c'est lié à l'égalité? Est-ce que c'est lié à la dignité? Est-ce que c'est lié à des jurisprudences de la CEDH qui nous ont imposé de le faire? Est-ce que c'est lié à des jurisprudences de la CJUE? Est-ce que c'est lié à des principes normatifs? Avec qui? Question grand classique de tous les sujets de CRFPA, quels sont les acteurs, hein? Alors, est-ce que ce sont les pouvoirs publics, et ce sont les particuliers, et quel est le rôle de l'État, et est-ce qu'il y a des autorités administratives indépendantes qui sont mises en place? Les acteurs. Et puis, avec quelles garanties? Quelles sont les garanties qui sont mises en place pour éviter ici les abus? Est-ce que on est simplement sur un mécanisme de réparation des dommages et intérêts, ou est-ce qu'on a d'autres mécanismes qui sont ici imaginés? Vous voyez, la première question, sans grande surprise, est bien celle de l'analyse de l'intitulé de votre sujet. Alors ensuite, sur l'intitulé la vulnérabilité, le dossier de note de synthèse présentait des éléments de surprise. 14 documents. On s'était habitué à ce que le nombre de documents soit explosif. Alors, on passait son temps à ajouter des documents. Bon, c'est la première chose, il y en a moins. Ça, c'est pas mal. Parce que il faut pas oublier que quand on fait un dossier de note de synthèse, eh bien, il faut citer tous les documents. Il faut citer les 14 documents. Alors, je le rappelle bien pour tout le monde, hein, vraiment. Oui, l'idéal, c'est d'avoir cité les 14 documents et d'avoir bien coché. Il y a des légendes urbaines. Tous les ans, il y a des gens qui me disent « Ah, je n'aurai pas la moyenne car j'ai oublié de citer le document numéro 11. Oh, ma vie est finie. » Non, rassurez-vous. D'une part, tous les correcteurs ne contrôlent pas. D'autre part, ce qui est important, c'est l'exhaustivité formelle. Moi, je me souviens, en tant que prof de prépa, de mails qui étaient envoyés où on sentait que les étudiants, le cœur leur était arraché parce que dans un corrigé, j'avais oublié de citer un document. Et là, c'était... Bon.
Alors, ce que je comprends pleinement, hein, vraiment, parce que sous l'effet de la pression, on est hyper attaché à ça. Mais non, l'enjeu, c'est l'exhaustivité substantielle et non pas formelle. Mais déjà, là, vous aviez de la chance, parce que pour l'accomplir, pour citer les 14 documents, bon, bah, vous étiez quand même, c'était plus facile que de bien vérifier que vous aviez cité 21. Bon, ça fait quasiment un tiers de moins. Oui, c'est bien ça. Ça fait un tiers de moins. Deuxième élément de surprise sur ce sommaire, bah, regardez avec moi, j'ai mis des couleurs. En jaune, les textes de loi. Le grand retour des textes de loi. C'est la première chose. Alors, on avait l'impression, les années précédentes, moi je m'en fatiguais un peu, que c'était un travail de préparation de thèse. Et de la doctrine, et puis l'extrait de la thèse de machin, et puis et donc on citait des revues. On sentait bien que les concepteurs voulaient bien faire, hein, c'était très intéressant, mais du coup, bah, c'était un peu mécanique. Plus tu cites de doctrine, la doctrine étant bavarde par essence, plus le dossier s'allonge. Et là, le retour des thèses. Deuxième chose, du coup, la diminution de la doctrine. Avec, regardez, ils sont en vert, 3, 5, 6, 8, 9. Waouh, on respire. Et en plus, on a quitté le terrain des manuels, etc. Donc là, et vous verrez, la longueur est assez brève. Et puis, un grand retour, c'est ce que j'appelle pour ma part les documents presse et assimilés. C'est-à-dire ces documents un peu grand public. C'est pas de la doctrine pour l'universitaire pur et dur. C'est-à-dire les documents 11, 12, 13. Un article du Monde, un rapport au président de la République, c'est quand même fait pour être lu normalement par les citoyens ordinaires, et un extrait de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Là aussi, c'est fait pour être lu par tout le monde. Cette partie presse qui était en repli revient. Et puis surtout, le grand absent. Le grand absent, c'est la jurisprudence. La jurisprudence de la Cour de cassation. Vous savez, là encore, moi je m'amusais parce que je conçois des sujets de notes de synthèse et c'est toujours assez amusant de discuter avec un tel ou un tel. Il y a des années de cela, on me disait, Grégory, pourquoi mets-tu des arrêts du Conseil d'État dans les sujets de notes de synthèse? Je disais, c'est parce que ça va revenir. Bon. Puis évidemment, ils étaient revenus. Après, on me dit, oh Grégory, quand même, 2 QPC. Le but, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette année-là, il n'y avait qu'un arrêt de la Cour de cassation et deux. Là, cette année, tous ceux qui se sont dit faut bosser les arrêts de la Cour de cassation, eh bien, ils ont perdu. Ils ont perdu parce que en réalité, vous avez un extrait de la CEDH, mais on sait que les arrêts de la CEDH sont très longs, et on sait aussi que souvent, ils commencent par des grands principes. Or, ça revient à faire de cette jurisprudence un quasi-cours. Donc, pour moi, on est sur un format de sujet qui est vraiment un retour à l'intelligence en mouvement. Non plus une espèce de recollection de ce qui existe en jurisprudence, en doctrine sur un sujet, mais vraiment une reconstruction de l'intelligence de l'étudiant. Pour moi, c'est un format de sujet qui est plus séduisant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le dossier de note de synthèse en lui-même? Bah, si on parcourt le dossier de note de synthèse, on se rend compte assez rapidement que il allait falloir réfléchir par thème. Le document numéro 1 nous disait, bon, bah, citer une personne vulnérable, à charge pour la loi de le définir de manière autonome ici dans l'article 522-3, eh bien, l'OFPRA devra mettre en place une procédure adaptée pour répondre à ta situation de vulnérabilité. Le code du travail qui lui dit, bah, c'est pas parce que tu es dans une situation vulnérable que tu n'as pas le droit au même traitement que les autres. Et les autres, et du coup, il y a un principe de non-discrimination à l'égard des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité économique.
On voit ici que la notion de vulnérabilité au sens du droit des étrangers et la notion de vulnérabilité au sens du Code du travail ne se définit pas de la même façon. Le document numéro 3, qui était très intéressant parce que dans son paragraphe 61, il comportait l'idée que la vulnérabilité en droit pénal est aussi bien une circonstance aggravante pour certaines infractions qu'un élément constitutif d'une infraction qui vise à lutter contre l'atteinte à la dignité humaine. Donc on retrouvait à la fois un lien fondamental, vulnérabilité pour répondre à cette question de dignité humaine, on retrouvera plus tard tout à l'heure vulnérabilité et autonomie, et de l'autre côté, la protection de cette vulnérabilité au sens strict, c'est-à-dire tel que le législateur l'a imaginé, puis l'assimilation de la minorité, puis donc avec toute une série d'infractions à part, puis l'assimilation de la subordination à une situation de vulnérabilité, avec la création d'infractions. Encore un volet droit pénal, et là on se dit attends, j'ai quand même 2 articles déjà assez longs de droit pénal là-dessus, sur les violences sur mineurs de 15 ans ou de manière générale des autres personnes vulnérables, le viol sur les personnes vulnérables, le harcèlement sexuel, l'abus de faiblesse. Là, on se dit, ok, très bien, j'ai effectivement l'idée que le droit pénal va viser à protéger les situations, les personnes vulnérables. Et puis, paf, on en remet une couche, ça, je trouvais que c'était quand même une vraie aide pour comprendre que, comme dans le sujet l'imprescriptibilité à l'épreuve des droits fondamentaux, on allait avoir besoin de faire une approche par branche. Et là, on retrouve cette idée que il y a encore conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, l'idée que qu'est-ce que c'est qu'une personne vulnérable avec le domaine de la vulnérabilité en droit pénal, il y a des infractions autonomes, des circonstances aggravantes, ça faisait référence à ça, l'abus de faiblesse, qu'on a vu comme par hasard dans le document juste avant, l'abus d'état d'ignorance ou de situation de faiblesse, le délit d'abus de situation de faiblesse. Ça, c'était le plan, on se disait, ok, j'ai compris. Et puis quand on arrivait sur le document numéro 6, qui est un extrait du Dalloz Actualité de 2021, c'était la question de savoir est-ce que une personne âgée peut être limitée dans sa capacité à donner des biens à des personnes, et au motif que, étant âgée, elle serait nécessairement vulnérable. Et là-dessus, ce document, qui était un petit peu long, amenait à se dire, bah non, on peut pas dire que toute personne âgée est nécessairement vulnérable, parce que ça porte atteinte à son droit de propriété. Le document numéro 7 revenait sur l'idée que, effectivement, il y a aussi une vulnérabilité éventuellement de choses, et notamment de l'espace montagnarissime. Bon. Le document numéro 8 revenait sur quelque chose qui était crucial, qui est la notion de vulnérabilité. Et de dire que cette notion allait se superposer avec d'autres catégories qui existaient dans d'autres branches du droit, en matière sanitaire et sociale, en matière de protection sociale, en matière de droit civil, avec en plus une petite définition globale de ce qu'est la vulnérabilité. On sait que dans un dossier de note de synthèse, c'est toujours bien vu d'avoir une définition de l'objet, qui nous était proposée ici. Elle se caractérise comme l'état d'une personne qui, en raison de certaines circonstances, ne peut, en droit ou en fait, jouir de l'autonomie suffisante pour exercer ses droits fondamentaux, ce qui justifie en retour une protection accrue des pouvoirs publics par différents procédés. Le document numéro 9, comme par hasard, revenait lui aussi sur ce qu'est la vulnérabilité et revenait sur cet équilibre entre autonomie et vulnérabilité. Je crois que c'est aussi l'un des éléments de simplicité de ce dossier de note de synthèse, c'est que les documents sont déjà quasiment classés par thème. C'est-à-dire ce qu'est la vulnérabilité, la protection de la vulnérabilité en droit pénal,
Et puis, le code de la défense, la protection ici des personnes, des populations vulnérables, le document numéro 11 sur comment protéger les personnes âgées vulnérables face au placement, et notamment les enjeux patrimoniaux, qui est le seul document pour moi qui n'était pas rapproché de celui qui était à avoir en tête, à savoir celui sur la cession de biens par les personnes âgées. Le document numéro 12, qui revenait sur le droit des obligations, et le document numéro 13 revenait aussi sur cette question de la protection des personnes vulnérables, essentiellement dans la vie civile. Et le document numéro 14 revenait sur la protection des mineurs, et notamment des mineurs étrangers. Donc, on peut se dire que dans ce dossier de note de synthèse, un plan de type thématique, en quelque sorte, me semblait, je vais dire, peut-être pas s'imposer, mais oui, me semblait bienvenu. Alors, là-dessus, comment pouvait-on construire un sujet de note de synthèse? Quel plan? On le sait, plusieurs plans sont toujours proposés à l'épreuve du CRFPA dans les directives nationales de correction. Et les plans qui sont attendus sont des plans bateaux. On n'attend pas de faire un plan de génie. Alors, moi, je pense que le plan le plus simple, c'était de se dire que la protection de la vulnérabilité par les pouvoirs publics, puis les obligations pesant sur les particuliers. Avec l'idée de se dire, la prise en compte progressive de la notion de vulnérabilité par le droit, puis grand B, les obligations d'action de l'administration. La prise en compte progressive de la vulnérabilité par le droit, le but c'est de dire, bon, comment est-ce que ce concept de vulnérabilité est apparu, et de dire que, ensuite, il y a des obligations d'action dans le traitement des étrangers, des mineurs, etc. Les obligations pesant sur les particuliers, pour moi, on peut avoir deux approches ici. Dans le domaine du droit pénal, où on va avoir des interdictions qui vont être mises en place, puis dans les autres branches du droit. On se souvient que, par exemple, lors de l'épreuve du CRFPA sur l'imprescriptibilité à l'épreuve des droits fondamentaux, on avait une approche par branche. Bon. On pourrait avoir une autre approche qui consisterait à se dire, il y a des interdictions, et on pourrait avoir une autre approche qui consisterait à dire, grand A, les interdictions, grand B, les limitations. Qui serait tout à fait possible, qui casserait un peu l'approche par branche. L'intérêt de ces plans, c'est qu'ils permettent de démontrer ici comment on peut construire son dossier de note de synthèse. Alors, je crois que c'était vraiment un dossier qui présentait des éléments de simplicité par rapport aux années précédentes. C'est aussi un dossier qui était facile à lire, même si on n'avait pas anticipé la façon de lire le dossier. Vous savez, pour moi, l'une des clés pour optimiser son temps, j'en parle souvent dans les préparations, c'est de dire, on regarde le sommaire, on se dit, je vais commencer par celui-là, puis celui-là, etc. Là, vous pouviez quasiment le lire du premier document au dernier document, sans grande fatigue, parce qu'ils étaient déjà bien classés. Alors, est-ce que d'autres plans étaient envisageables? Oui, bien sûr. On aurait pu imaginer de se dire, bon voilà, dans un grand A par exemple, de se dire, la vulnérabilité est apparue,
Puis, au début, la protection s'est faite essentiellement dans le champ du droit pénal. Et puis, dans une deuxième partie, il y a eu un débordement de la vulnérabilité au-delà du champ du droit pénal, et de se dire, c'est apparu dans le champ de l'action de l'administration et dans le champ du droit civil. Et on pourrait se dire, il y a situation, le rôle du droit pénal, le rôle du droit des obligations qui pèsent sur l'administration, et puis dans le champ du droit civil. C'est tout à fait imaginable de faire ceci sous cet angle-là, qui est un angle à la fois un peu chronologique et un peu thématique. Encore une fois, il n'y a jamais un plan qui soit envisageable, il y a une diversité de plans que l'on peut construire. Bon courage à vous dans votre préparation.